Essayons ensemble de percer les secrets de la notion d'énergie interne en thermodynamique. Tranquillement posé sur votre bureau, votre bouteille d'eau vous semble calme, paisible. Et pourtant, si l'on commence à zoomer pour regarder les molécules du gaz qui la composent, on se rend compte qu'il y a à l'intérieur un chaos innommable. Les molécules se déplacent, s'entrechoquent, tournent sur elles-mêmes, avec une agitation qui nous mène à définir la notion de température. La température cinétique est telle que 3,5 de kBT sera égal à l'énergie cinétique moyenne d'une molécule, c'est-à-dire 1,5 de la masse d'une molécule fois la vitesse quadratique moyenne au carré. C'est là qu'intervient la notion d'énergie interne. L'énergie interne représente toute l'énergie qui est invisible, celle qu'on ne voit pas à l'échelle macroscopique et qui pourtant agite le monde microscopique. En l'occurrence, on va avoir l'énergie cinétique de translation de nos molécules. Et si les molécules ne sont pas monoatomiques, vous avez aussi une énergie cinétique qui est due à la rotation de la molécule sur elle-même, tout comme il y a rotation d'une éponge quand vous la lancez en l'air, en plus de sa trajectoire parabolique dans le champ de gravité, et aussi une énergie qui correspond aux vibrations que les molécules peuvent avoir le long de la liaison chimique. À cela se rajoute l'énergie d'interaction entre les molécules, avec des interactions généralement attractives, par exemple de type dipôle-dipôle. Cela constitue donc la définition générale de l'énergie interne pour n'importe quel matériau. Mais si on regarde le cas particulier des gaz parfaits, pour lesquels une des hypothèses est qu'il n'y a absolument aucune interaction entre les différentes particules, vous avez naturellement que le terme en énergie potentielle d'interaction disparaît. On se retrouve donc avec simplement une somme des énergies cinétiques qui sont toutes proportionnelles à la température, et donc le résultat qui correspond à la première loi de Joule, l'énergie interne d'un gaz parfait ne dépend que de la température. Si on se restreint de plus au cas des gaz parfaits monoatomiques, on n'aura plus ni vibration ni rotation. Et donc, il ne reste que l'énergie cinétique sous forme de translation. À partir de la définition de la température cinétique, on peut donc en déduire que l'énergie interne pour un gaz parfait monoatomique s'écrira 3,5 de nRT. Il ne reste plus qu'à introduire la notion de capacité thermique à volume constant. Elle correspond simplement à la quantité d'énergie interne que le système doit recevoir pour que sa température augmente de 1 unité lors d'une évolution isochore. En d'autres termes, si on a que ce CV est une constante, alors la variation ΔU d'énergie interne est simplement proportionnelle à la variation de température ΔT, et le coefficient de proportionnalité, c'est le fameux CV. Par commodité, pour pouvoir donner des informations indépendantes de la taille du système, on définit la capacité thermique molaire comme la capacité thermique pour une mole de matériau, de sorte que CV vaille N fois la capacité thermique molaire, et on définit aussi la capacité thermique massique, c'est-à-dire la capacité thermique pour 1 kg de matériau, de sorte que CV soit égal à M fois la capacité thermique massique. Celle-ci se note en règle générale par une minuscule, comme toutes les grandeurs massiques en thermodynamique. Il ne reste plus qu'à dire ce qui se passe en particulier pour les gaz parfaits. Après tout, c'est un petit peu notre fonds de commerce en thermodynamique. Alors pour un gaz parfait en général, on a vu que l'énergie interne ne dépendait que de la température. On peut donc écrire CV sous forme du sur dt avec d une dérivée droite, puisque le fait que le volume soit constant n'a pas d'importance, puisqu'il n'importe pas sur l'évolution de l'énergie interne. Pour un gaz parfait monoatomique, on a une expression explicite de U qui vaut 3,5 de nRT. Si on dérive ça par rapport à la température, on obtient CV qui vaut 3,5 de nR, ou alors le CV molaire qui vaut 3,5 de R. Pour un gaz parfait diatomique, cela se complique un petit peu. Le CV molaire va dépendre de la température. Il va partir, comme pour un gaz parfait monoatomique, à 3,5 de R. Ceci est dû au fait que les effets quantiques gèlent les degrés de liberté de rotation et de vibration à très basse température. En revanche, à température ambiante, on a dégel des degrés de rotation de votre système. 2 degrés de liberté, 2 rotations particulières sont possibles, puisque le troisième axe, le long de la liaison, ne va pas avoir d'influence notable sur l'énergie cinétique. On se retrouve donc avec un CV molaire de 5,5 de R. On rajoute 1,5 de R par degré de liberté. Et finalement, à très haute température, quand les degrés de vibration sont eux aussi dégelés, on se retrouve avec 7,5 de R. On retiendra qu'à température ambiante, pour un gaz parfait diatomique, c'est-à-dire l'air en particulier, qui est du dioxygène et du diazote, on a un CV global qui va s'écrire en 5,5 de NR. Pour des gaz parfaits
polyatomique. Tout ce qu'on peut dire, c'est que les capacités thermiques ne dépendent que de la température et les capacités molaires sont toujours supérieures à celles d'un gaz parfait monoatomique et aussi, la plupart du temps, supérieures à celles d'un gaz parfait diatomique.